Bonjour à toutes et à toutes, ravis de vous accueillir dans cette émission spéciale du Centre d'action laïque. En ces temps troublés, la nouvelle campagne du CAL qui résonne comme une claque égaux ensemble pour que les personnes les plus vulnérables, encore fragilisées davantage par la pandémie, ne soient plus les oubliées des politiques publiques. On pose un regard aujourd'hui avec nos invités sur ce que va donner cette crise sanitaire, sociale et économique en 2021. Et nous espérons qu'elle s'améliorera évidemment, pour autant que nous soyons solidaires et égaux ensemble. Alors pour ce premier plateau et cette première invitée, je suis ravie d'accueillir Véronique De Keyser, la présidente du Centre d'action laïque, ancienne députée européenne et professeure émérite à l'Université de Liège. On ne vous présente plus Véronique De Keyser. Alors cette année de présidence 2020 au Centre d'action laïque vous a fait réfléchir à plusieurs thématiques, dont celle qui a mené à cette campagne Égaux ensemble. Pourquoi est-ce qu'on doit être égaux ensemble aujourd'hui? Qu'est-ce que le CAL désire pour cette année 2021? Le CAL désire d'abord, bien entendu, que l'on sorte au moins de la crise sanitaire. Mais on sait très bien que derrière cette crise sanitaire, il y aura d'autres problèmes qui sont des problèmes que beaucoup de gens vivent déjà maintenant, c'est-à-dire une précarité importante. Il y a une crise économique, des gens ont perdu leur emploi, des entreprises ont fermé. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et donc, sans énormément de solidarité et sans un volontarisme pour plus d'égalité, parce que l'égalité, ça ne se décrète pas, je pense qu'on en sortirait tous encore plus meurtris que nous le sommes aujourd'hui. Mais je voudrais vous dire, Catherine, que finalement, si je devais faire le bilan pour ma part de l'année 2020, je serais comme beaucoup de Belges, je pense, d'abord frappée parce que j'ai perdu, comme beaucoup l'ont fait, hélas, des amis, des membres de ma famille, et que nous ne sommes pas encore tout à fait sortis de la pandémie. Donc, on a tous été marqués, mais aussi par l'impression que ça a été une période qui nous a confrontés à la mort, et qui nous a donné un élan pour des solidarités qui ont été incroyables. Si je regarde ce qui s'est fait au CAL, ce qui s'est fait dans nos régionales, dans nos associations, pour marquer la solidarité, que ce soit avec le personnel soignant, que ce soit avec des groupes les plus vulnérables dont je vais vous parler, ça me laisse chaud au cœur. Je ne sais pas si dans une période normale, nous aurions trouvé et le courage et la volonté d'en faire autant que nous n'en avons fait aujourd'hui. Mais alors, je parlais des plus vulnérables, et ça c'est un point qui pour nous, au-delà de la compassion qu'on peut avoir pour des groupes les plus vulnérables, est vraiment un point politique au sens de quelle politique allons-nous suivre demain, c'est que cette pandémie a fait sortir de l'ombre tous ceux qui aujourd'hui sont à peu près invisibles, je vais en nommer quelques-uns, et qui ont souffert d'une espèce de double peine à cause du confinement. Vous savez, le confinement n'a été facile pour personne, mais le confinement, pour eux, a été véritablement le début d'un chemin qui les faisait complètement sortir du paysage. Alors, il y a eu, bien entendu, ceux qui étaient sans abri et à qui on demandait de se confiner. Il y a eu ceux qui étaient déjà détenus pour 1000 raisons, et je pense notamment à tous ceux qui ont vécu le confinement et la crainte du Covid dans des prisons qui étaient surpeuplées. Alors je sais bien, les prisonniers, on va me dire, oui, mais ce n'est pas ceux qu'on va plaindre en premier lieu. Mais je vous assure que la situation des détenus dans les prisons a été absolument insoutenable. Et je le dirai après ce qu'on a fait. Mais rapidement aussi, les femmes, les enfants confinés, augmentation de la violence sexuelle, la précarité, la pauvreté qui a augmenté de façon exponentielle. Mais tout ça, ce sont des groupes dont on peut se dire, d'accord, on va les aider, on va faire des actions de solidarité, mais au-delà de ça, quel mécanisme de notre société, qui est un état de droit, qui est une société démocratique, qu'est-ce qui fait
que nous avons laissé des groupes dériver à ce point-là. Et ça, c'est une question pour 2021. C'est une question que je vous pose. Comment est-ce que nos politiques et nos pouvoirs publics ont oublié toutes ces franges de population? On ne savait pas qu'elles les oublieraient d'ailleurs. On s'en est rendu compte, comme vous le dites, pendant la pandémie. Comment se fait-il qu'une société qui a l'air d'être ce qu'elle est par rapport à d'autres pays du monde oublie ces gens-là? Dire qu'ils les ont oubliés, dire qu'ils les avaient mis dans le placard, plutôt. Je pense que c'est mieux C'est un oubli conscient, vous pensiez? Mais écoutez, j'ai pris la question des violences sexuelles et des violences à l'égard des enfants. On sait tous que la violence sexuelle est un fléau aujourd'hui. On sait tous qu'il y a un quart des enfants de moins de 5 ans qui sont victimes de violences sexuelles au sein de leur propre famille. Qu'un quart des viols, concerne des enfants de moins de 5 ans au sein de leur propre famille. Ce sont des chiffres qui sont parfaitement connus, qui ont circulé, mais on préfère ne pas les voir. On sait qu'il y a une promiscuité terrible dans les prisons et que plus de la moitié de ceux qui sortent de prison vont récidiver. C'est pas... On sait que la Belgique a été montrée du doigt pour l'état sanitaire des prisons. Et vraiment, c'est un des points faibles de notre démocratie. Mais on n'a jamais assez d'argent pour rénover les prisons. Et puis, peut-être que ce n'est pas les prisons qu'il faut... Peut-être qu'il faudrait songer à davantage de peines alternatives, et ça, c'est ce que le CAL voudrait. Donc, ne me dites pas qu'on les a totalement oubliés, mais vous savez, la mémoire, et moi je suis psychologue, je peux vous dire tout ce que la mémoire nous cache et nous retient, la mémoire est capricieuse quand on ne veut pas voir. Eh bien, nous, ce que nous disons aujourd'hui, en 2021, c'est qu'il faut voir ce qui se passe partout dans notre société, spécialement auprès des plus démunis. Et durant la fin de 2020, alors que la crise sanitaire battait son plein, moi je dirais merci à tous ceux qui, au CAL, dans les régionales, dans les associations, n'ont pas arrêté d'œuvrer pour ces J'allais vous gens-là. le demander justement. Est-ce qu'une association telle que le Centre d'Action Laïque fait partie de ces éléments qui demain pourront véritablement changer les choses? En tout cas, est-ce que c'est aujourd'hui qu'il faut montrer l'action, notamment de la laïcité, au sein de la société? Est-ce que c'est très important? Alors je vous donne deux versants, rapido. Deux versants rapido. Le premier, c'est la solidarité. La solidarité effective aujourd'hui et maintenant, parce que c'est très bien d'aller voir les politiques, etc. Mais si les gens n'ont pas de pain de main, n'ont pas de matériel de protection, n'ont pas de serviettes hygiéniques pour les femmes, etc., toutes ces bêtises de la vie quotidienne, s'ils n'ont pas de la culture, des chants, du lien social malgré le confinement, si on ne les aide pas à passer la barrière de la fracture numérique, ça ne marchera jamais. Donc, les régionales, et ça veut dire 7 régionales, ça veut dire plus de 30 associations qui ont œuvré, ont fait des choses qui sont magnifiques. Alors, je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais vous allez les regarder, je vous en prie. 1 minute 45, il nous reste avant d'accueillir d'autres invités. Et il y a une adresse mail qui va s'afficher sur l'écran, qui s'est déjà affichée. Allez regarder tout ce qui s'est fait. Allez regarder, il y a un numéro 0800 pour toutes les prisons de Belgique. Il y a des villages solidaires, il y a des choses pour les enfants, etc. Il y a de la culture qui passe au travers des mailles du confinement. Donc c'est merveilleux et les régionales ont très bien travaillé. Mais maintenant, faire ça, c'est faire un peu ce que tout le monde veut faire avec son bon cœur. Et le CAL, c'est tout de même plus que ça. Le CAL, c'est l'interrogation de l'État. C'est l'interrogation des structures et des institutions de l'État pour leur dire, c'est à vous à faire veiller à l'égalité de tous, sans discrimination et aux droits de chacun. Et donc, nous étudions actuellement tous ces groupes vulnérables que je vous ai décrits, et nous étudions aussi soigneusement la déclaration de politique gouvernementale qui contient, et c'est vrai, par rapport aux femmes, par rapport à la santé, etc., en tout cas des intentions qui sont des intentions louables de la part du gouvernement. Il se met en place pour le moment et nous allons les interpeller par rapport au travail qui a été fait en 2020. C'est ça
notre demander mission. Des politiques publiques ciblées et solidaires. Oui. Véronique Decayzer, vous restez avec nous. Vous allez faire place à d'autres invités, mais en coulisses, vous regardez avec nous cette émission, et puis vous revenez en plateau juste à la fin pour donner un petit mot de revoir et faire le débriefing de tout ce qui se sera dit. Avec le plus grand plaisir. Merci beaucoup, Véronique Decayzer. Nous accueillons d'autres invités immédiatement. Merci à vous. À tout de suite. Voilà, retour en plateau avec mes deux invités. Sylvie Losberg. Bonjour Sylvie. Bonjour. Vous êtes présidente du Conseil francophone des femmes de Belgique, mais vous vous occupez aussi de la cellule stratégie, études et stratégies au Centre d'action laïque. Et le professeur Willy Lahaye. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université de Mons au service des sciences de la famille. Vous êtes également co-auteur de l'annuaire Pauvreté en Belgique. Alors, on va replanter le décor. La crise sanitaire est aussi économique, on le sait, et donc sociale. Les effets sont déjà ressentis. Sur les plus vulnérables, on estime qu'en janvier 2022, 30 000 personnes supplémentaires devraient avoir bénéficié d'un revenu d'intégration sociale, soit RIS. C'est le minimum octroyé par le CPAS. On le sent, la crise économique ne fait qu'arriver. Les projections ne sont vraiment pas bonnes. Professeur Lahaye, vous qui êtes le co-auteur de cet annuaire de pauvreté en Belgique chaque année, qu'est-ce qui vous fait peur pour l'avenir et comment peut-on anticiper ces catastrophes sociales majeures? Alors, il y a une première chose que l'on peut dire, c'est qu'effectivement, un des premiers symptômes, ça va être l'augmentation du revenu d'intégration sociale, du nombre de personnes sous revenu d'intégration sociale. On peut estimer que d'ici la fin 2021, il y aura une augmentation entre 15 et 20%. C'est énorme, c'est du jamais vu. Oui, bien sûr, tout à fait. Alors évidemment, ce qui est à mon avis le plus grave, c'est l'alourdissement des situations de précarité, c'est-à-dire la dégradation vraiment très significative des situations de pauvreté, notamment dans des populations qui sont évidemment les plus fragilisées, c'est-à-dire les femmes. En Belgique, les femmes sont excessivement discriminées à ce sujet-là. Les femmes sont souvent dans des situations d'emploi beaucoup plus fragiles et donc se retrouvent bien plus souvent sans emploi ou dans des situations rémunération très faible. Et donc ce sont elles qui seront les plus touchées par les questions de pauvreté dans des contextes de famille monoparentale, bien évidemment, lorsqu'il y a des enfants. On peut dire d'ailleurs que la Belgique, à ce sujet-là, est vraiment très stigmatisée. La question de la discrimination par rapport aux femmes est très forte en termes de précarité et surtout lorsqu'elles ont des enfants en situation monoparentale. On est sans doute au top du hit parade de ces questions-là en Belgique, c'est vrai. Ils n'en sont pas fiers. Oui, tout à fait. Oui. Alors il n'y a pas que ça, évidemment, les jeunes, les plus jeunes, les enfants, chez nous, c'est une situation que l'on connaît aussi très bien, donc c'est 1 sur 4 en Wallonie, c'est 4 sur 10 à Bruxelles, c'est énorme, et on sait aussi que les populations les plus jeunes, entre 18 et 25 ans, sont aussi excessivement touchées par les questions de pauvreté. Mais ce qui est beaucoup plus flagrant, en tout cas avec cette crise Covid, c'est de voir que des personnes qui habituellement ne relèvent pas des personnes qui seraient les plus susceptibles de tomber dans le risque, sont aujourd'hui atteintes par les situations de pauvreté. Donc des personnes qui ont des emplois, c'est vrai, pas à haute rémunération, et qui, du fait de la crise Covid, se retrouvent sans emploi et tombent directement sous le seuil de pauvreté. On a donc toute cette frange de la population qui est juste à la limite de la question de la pauvreté, qui va en faire l'impact, en avoir l'impact, mais vraiment de manière très très forte. Et voilà. On n'est qu'au début. Début 2021, là, on doit s'attendre au pire. Tout à fait. Vu que ces mesures, évidemment, vont s'effectuer un peu comme un phénomène d'onde, un phénomène de vague. Et donc, forcément, lorsque la déferlante des catastrophes qui auront été cumulées par le Covid vont s'accumuler, alors on arrivera à toucher des populations qui seront extrêmement dans des situations de précarité. On le voit déjà, cette fin d'année 2020 a vu l'augmentation des
des aides alimentaires, colis alimentaires, avec des organisations parfois pas tout à fait parfaites, et puis des médiations de dette qui sont de plus en plus demandées. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il y a anticipation politique? Est-ce qu'il y a des mesures qui vont être faites, des budgets débloqués? Comment ça va se passer? Alors, bon, comme vous le dites, les situations s'aggravent, surtout lorsque l'on regarde les institutions qui s'occupent de personnes en situation de pauvreté. On a enregistré 80% d'augmentation dans ces institutions, avec surtout des choses liées aux colis alimentaires. Plus de 70% d'augmentation sur les colis alimentaires, qui touchent encore les mêmes populations les plus précarisées, les plus jeunes, les familles monoparentales en forte augmentation, et encore une fois, comme je vous le disais, des publics tout venants dont on ne se doutait absolument pas. Des nouveaux visages qui viennent chercher des colis. Voilà, oui. Alors bon, on constate que ces institutions qui sont très nombreuses, en tout cas chez nous, bon, et qui font un travail énorme, bon, travaillent surtout dans ce qu'on appelle des zones conjoncturelle, c'est-à-dire avec des budgets limités, bon, avec des budgets qui sont renoués ou renouvelés tous les 6 mois ou tous les ans, et donc autrement dit des situations qui ne sont pas structurelles. La politique devrait faire en sorte que ce type d'institution bénéficie enfin de budgets plus structuralisés. Comme par exemple de l'argent directement versé aux familles et pas des colis distribués à la va-vite. Tout à fait. On pense notamment bon, au fait d'améliorer de manière équitable la question des allocations familiales, par exemple. Ce serait déjà une bonne chose. Allocation universelle, comme on disait. Ou alors une allocation universelle, donc un revenu universel en fonction des situations liées aux situations de précarité. Tout à fait. Oui. Une enveloppe a déjà été débloquée, hein, je pense, de 125 millions d'euros, bon, à laquelle il faut soustraire les 10 millions destinés à renforcer les équipes dont vous parliez, par le fédéral. Donc des aides financières exceptionnelles à la population. Vous pensez que c'est un pas, mais il en faudra plus? C'est un premier geste, mais encore une fois, il est une première réponse à la crise, mais je pense qu'il faut vraiment renouveler la question des politiques et se poser des questions de fond qui permettent de revoir de manière plus structurelle la façon dont on va répartir les budgets en fonction de politiques de fond qui permettront d'être des réponses à long terme et non pas sur les coups brefs de réponse à des crises comme celles que l'on voit aujourd'hui. Est-ce que dans les universités, dans vos services, on étudie cette réponse à offrir pour demain? Est-ce que ça fait partie des recherches aujourd'hui? Est-ce qu'on vous a dit, bon, là maintenant, il va falloir se concentrer sur l'urgence et en même temps se poser pour que ce soit des solutions pérennes? Tout à fait. On y réfléchit beaucoup, bon, pas seulement qu'au niveau universitaire, mais aussi entre l'université et les institutions, comme par exemple les CPS, mais aussi l'ONE, les systèmes de l'aide à la jeunesse, pour réfléchir à des situations beaucoup plus structurelles en termes de réponse à ces situations. Très bien. Vous en avez parlé tout au début de votre intervention. Les femmes sont les premières victimes de la pauvreté. La pauvreté est sexiste. On va regarder un extrait d'un reportage de Pierre Skonbroth diffusé au courant de l'année 2020 sur nos ondes. Les femmes, premières victimes de la pauvreté. On revient avec vous, Sylvie Losberg, juste après, et aussi Willy Lahaye pour en discuter. Donc on voit vraiment au niveau démographique et statistique, il y a 2 groupes hyper vulnérables qui sont effectivement les familles monoparentales, puisqu'il y a une grande majorité de femmes à la tête de familles monoparentales, et les femmes de plus de 80 ans, isolées, vu que les femmes ont une espérance de vie un peu plus longue. D'une part, elles se sentent coupables de ne pas avoir suffisamment pour leur famille, pour leurs enfants. D'autre part, elles essayent toujours de donner le change, que ce soit à l'égard de l'école ou des services sociaux quand elles sont confrontées à des demandes d'aide. C'est elles qui vont aller demander de l'aide. C'est elles qui vont aller essayer de régler les problèmes quand il y a un souci avec l'école, la bibliothèque, le sport qu'elles ne peuvent pas payer. Et en même temps, non seulement elles prennent cette charge sur elles, mais elles vont se culpabiliser au fond de ne jamais y arriver réellement. Si vous ajoutez à ça que la personne est peut-être aussi d'origine étrangère, d'une couleur de peau différente, les éléments de discrimination vont croître. S'il y a un handicap qui s'ajoute, idem, si on est sans papier, etc. C'est la même chose. Donc les femmes assument énormément
avec une force décuplée, mais aussi des effets boomerang qui se retournent contre elles de façon importante. Tout ça dans une société qui voit encore tout à fait les femmes dans un rôle traditionnel. Hein. Ce n'est pas une évidence pour tout le monde aujourd'hui que la femme a droit à sa liberté, son autonomie et à une autodétermination. Ce qu'on essaie de faire passer comme message, c'est qu'on n'a pas à s'excuser. On a le droit d'être une femme qui prend la parole, qui peut critiquer des choses, que ce soit la société, que ce soit des personnes, que ce soit des fonctionnements, des pensées. On a le droit d'être une grande gueule, d'être en colère, de taper du poing sur la table. Et c'est pas forcément ce qu'on nous apprend. On peut aussi être douce, on peut aussi parler d'amour, mais on a le droit à toutes ces facettes-là en tout cas. Je suis une femme libre, une femme fière. Le slam, c'est une mission humanitaire. Par nos mots et nos voix, nos âmes se libèrent. Et fuck le buzz, c'est du beau que je veux faire. La joie, un art. Beaucoup de travail, une part de don. Une terre qu'on cultive à la sueur de son front. À la sueur de son front, la joie, voilà 2-3 mots. Les femmes sont quand même caractérisées par de la joie et puis du courage aussi. Sylvie Losberg, c'est pas à vous que je vais le dire. Est-ce que ces femmes-là, que vous rencontrez dans votre travail ou grâce au Conseil francophone des femmes de Belgique que vous présidez, est-ce que ces femmes-là sont prêtes à affronter 2021-2022 ? Est-ce que la situation s'est empirée ? On vous voyait dans le reportage cet été ou début septembre. Est-ce que ça s'est encore aggravé ? Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour les aider ? Alors, c'est évident, comme l'a dit le professeur, que la situation s'aggrave. On est déjà dans des situations de plus en plus problématiques et on s'attend à ce que la situation empire pour des femmes qui étaient encore, je dirais, dans des situations non pas de précarité, mais de fragilité sur le plan économique et social. Sur le fil. Oui, et en fait, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, on répare, on essaye de donner à ceux qui ont tout perdu. Mais il faut agir avant. On doit créer des filets de sécurité et on sait où sont les situations à risque. Donc, bien évidemment, les familles monoparentales. Et donc, ça veut dire les femmes et les enfants. Mais il faut se rendre compte qu'en Belgique, l'écart salarial, on se glorifie qu'on est parmi les meilleurs d'Europe, mais l'écart salarial existe, est une réalité. Et ce qui a été dit aussi par Laurence Noël, c'est pas seulement les femmes qui ont charge de famille ou les étudiantes qui, elles aussi, sont vraiment à risque, c'est aussi les femmes plus âgées qui n'ont pas pu faire de l'épargne, qui ont été finalement prises dans des aléas de la vie avec soit de la violence, soit qu'elles ont été en situation de séparation et elles se retrouvent âgées sans avoir un petit bas de laine, de quoi finalement pouvoir subvenir à leurs besoins. Et donc on a vraiment une vision qui peut paraître dramatique, mais je crois qu'on n'a pas encore fini d'en comprendre tous les aspects et tous les mécanismes. C'est pour ça qu'il faut effectivement des mesures structurelles urgentes pour les femmes qui ne sont pas encore tombées, pour éviter, parce qu'en fait, ça coûte très très cher d'aider des personnes qui ont déjà perdu tout leur lien social et, je dirais, des repères au niveau de l'emploi. Et on sait qu'évidemment, bien entendu, la question de la perte d'emploi, aujourd'hui, on le voit dans les secteurs du soin, par exemple, où il y a beaucoup de femmes, des petites indépendantes, elles vont vraiment se retrouver sans rien. Et puis, il faut ajouter à ça le fait que les femmes, elles ont un grand rôle social, puisqu'elles font beaucoup de bénévolat, que ce soit vis-à-vis de leurs enfants, de leur famille, de leur maison, de leurs parents, etc., et même dans les quartiers. Et toutes ces valeurs-là que les femmes apportent à la société n'est pas valorisée. Et donc, c'est vrai que nous sommes dans une société qui est sexiste et la pauvreté aussi est sexiste. C'est le thème de notre campagne. Vous voulez dire qu'il faudrait mettre les moyens de les aider avant qu'elles ne tombent, pour les retenir de tomber dans le gouffre. Mais alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Mais quand vous avez une femme qui est à risque de perdre son logement parce qu'elle ne peut pas payer son logement, eh bien, on ne peut pas l'aider avant pour payer son logement. Il faut qu'elle n'ait plus de logement pour qu'on puisse l'aider. Ça ne va pas, évidemment. Donc, il faut changer de paradigme. Oui, je crois qu'il faut changer de paradigme. Il faut aussi genrer la lecture que l'on a de la précarité et du sans-abrisme, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Les femmes qui se retrouvent dans la rue, et croyez-moi, elles sont vraiment invisibilisées. Pourquoi ? Parce que d'abord, elles se cachent. Elles ne veulent pas qu'on voit que ce sont des femmes, parce qu'elles sont plus à risque aussi des violences. Et donc, du haut, je dirais, de la chaîne, c'est-à-dire des femmes qui ont un travail mais qui n'ont pas une grande assurance financière derrière elles, jusqu'aux plus précaires et à celles qui sont sans domicile, eh bien nous avons là toute une kyrielle de profils
auxquels il va falloir faire face et nos institutions doivent apporter des solutions. C'est le boulot du Conseil francophone des femmes de Belgique, c'est interpeller les politiques pour les faire bouger, faire du lobbying. On compte sur vous, évidemment, Sylvie Losberg. D'ailleurs, vous menez plusieurs campagnes. Où vous vouliez réagir rapidement, quelques minutes? Je pense que le travail que vous devez faire doit être évidemment à l'heure actuelle très important, d'autant plus que cela fait donc plusieurs années que, de un, notre filet de sécurité sociale s'est complètement détissé et donc forcément il y a des trous, si je peux m'exprimer comme ça, qui se sont faits de manière béante dans ce filet de sécurité sociale, ce qui fait que les gens finalement tombent dans le trou et les premières qui tombent, ce sont les femmes. Ce sont les femmes, pourquoi? Parce que pendant très longtemps, on a cultivé le travail à temps partiel, qui est chez nous très cultivé auprès des femmes, et donc cette discrimination de genre en termes de travail temps partiel ou travail temps plein entre hommes et femmes est, en tout cas au niveau européen, la plus discriminante. Nous sommes les plus discriminants à ce niveau, en termes de genre, au niveau de la discrimination temps partiel et temps plein, au niveau entre hommes et femmes. Et donc forcément, il y a un travail là à refaire, et donc renouer le fait de retisser ce lien de sécurité qui permet justement de faire en sorte que les personnes qui, comme vous le dites, vont arriver au-delà de 60 ans et plus et être dans des situations comme cela, c'est intolérable, forcément. Autre problème qu'a amené la pandémie et le confinement, ce sont les violences faites aux femmes. Le Conseil francophone des femmes de Belgique a mené campagne pour, comment on va dire, allumer l'alerte, en tout cas, sur ces problèmes-là. On en parle dans 2 secondes avec Sylvie Losberg et je vous invite à regarder ces petites capsules assez chocs quand même. Bardui, elle est née à Erevan, en Arménie. Elle est arrivée ici en Belgique à 21 ans, en 2006. Ici, elle a eu 3 enfants, une fille aînée qui a aujourd'hui 13 ans et 2 garçons de 11 et 7 ans. Diplômée, elle travaille depuis plusieurs années dans le service administratif de la maison de retraite de Meelbeek, à Alost. Bardui, c'est également une très bonne cuisinière qui prépare souvent de bons petits plats pour ses collègues et les pensionnaires du home. C'est un peu sa manière à elle de partager le goût de vivre et adoucir le quotidien avec de bonnes saveurs, ce qui fait le bonheur de tous. Myriam a 2 enfants, une fille et un garçon de 28 ans. Infirmière à l'hôpital Sainte-Camille, elle a dû arrêter de travailler parce que cette fois, c'est elle qui est malade. À part la personne qui livre ses repas à domicile, elle ne voit pas grand monde. Mais quand elle sort son petit chien qu'elle adore, elle dit toujours bonjour aux voisins qu'elle croise. Et parfois même, elle échange quelques mots sur le temps qu'il fait. Calme et discrète, c'est Myriam. Sylvie Losberg, vous êtes présidente du Conseil des femmes francophones de Belgique. Pourquoi avoir voulu réaliser ces capsules choc? Parce qu'elles sont très très bien faites et elles interpellent beaucoup. Oui, on veut donner l'épaisseur de la vie des femmes et ne pas se situer dans une logique de statistiques, de faits divers. Combien de femmes tuées chaque année? Je vais quand même le dire, nous sommes à plus de 22 femmes, puisqu'il y en a beaucoup, évidemment, qu'on ne connaît pas. C'est la presse qui relate ces meurtres par compagnon ou ex-compagnon. Et donc notre objectif, c'est de montrer que ces femmes ont une vie, elles ont un travail, elles ont des enfants, elles apportent quelque chose à la société et c'est leur histoire qui compte. Ce n'est pas le fait qu'on les a tuées, même si c'est révélateur d'une société qui est structurellement violente à l'égard des femmes. On en a parlé parce que la violence socio-économique, c'est une violence, et qui les discrimine, et ça légitime quelque part
le fait que, parce qu'elles ne font pas ce qu'on leur dit ou qu'elles s'en vont, elles veulent quitter leur compagnon, eh bien, celui-ci les tue. Et c'est comme ça que nous voulons maintenant que les choses soient prises en compte, parce que c'est une violence qui est intolérable. Et je voudrais dire que tous les 15 jours en Belgique, il y a une femme qui meurt sous les coups de ce conjoint. Et ça veut dire qu'en fait, c'est un continuum de violence qui se résout à ce moment-là dans un fait tragique, mais que la violence qui précède ne l'est pas moins. En résumé, il faudrait, et on va passer la parole à Willy Lahaye pour terminer, l'EVRAS, la fameuse éducation à la vie relationnelle, sexuelle et affective, mais pas que. Willy Lahaye, en conclusion. Non, bien sûr, parce que, évidemment, l'EVRAS s'occupe essentiellement des plus jeunes, donc ceux qui sont à l'école primaire, secondaire, tout à fait, mais ces questions éducatives se poursuivent tout au long de la vie. Et il ne faut pas oublier que des jeunes qui seront futurs parents et qui sont dans les cycles supérieurs sont également à toucher et à sensibiliser sur ces questions. On est parfois frappé de la manière dont certains principes finalement s'étiolent, se disparaissent derrière une vie habituelle que l'on mène entre jeunes de 18 à 22, 23 ans. Et la façon dont finalement ces principes éducatifs devraient revenir et être répétés, on le sait très bien, les questions éducatives sont très souvent liées à des valeurs qui méritent toujours d'être répétées systématiquement pour qu'elles soient réellement incorporées. Merci à tous les deux pour votre travail et merci d'avoir été présents sur ce plateau. Willy Lahaye et Sylvie Losberg, merci à vous. En résonance avec ce qui vient d'être dit, on se quitte avec Lionel Rubin du Centre d'Action Laïque. Le baromètre européen montre qu'effectivement les mentalités en Belgique sont beaucoup plus laxistes que la moyenne européenne. Et c'est pire chez nos jeunes qui pensent qu'il ne faut pas toujours punir les violences au sein du couple. Pourtant, 91% des 12-21 ans ont déjà subi des formes de violence entre partenaires. La violence n'est jamais acceptable et c'est pour cette raison que l'EVRAS, l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, est particulièrement fondamentale tout au long du cursus scolaire pour sensibiliser nos jeunes à ces problématiques. Voilà, retour plateau et changement de plateau. Willy Lahaye et Sylvie Losberg ont cédé la place à mes deux nouveaux invités, Kevin Defossé, bonjour Kevin, bonjour. Et Jean-Jacques Claes. Bonjour Jean-Jacques. Alors, la thématique de ce plateau, c'est les artistes et les vieux en colère s'organisent. Alors, qui sont ces vieux en colère, Jean-Jacques Claes? Le gang que vous représentez aujourd'hui, que fait-il et en gros, comment est-il né en quelques mots? Alors, il est né de vieux, de personnes qui sont à la retraite et qui sont des anciens artistes, dont Michel Haussmann, qui est notre porte-parole, réalisateur, qui un jour, en train de manger un spaghetti ou un petit plat, se sont dit, il y a quelqu'un qui a dit, écoutez, vous savez, moi, j'ai 400 € de pension. Et ils ont fait quoi? C'est pas possible. Et voilà, et ça a démarré comme ça. Ils ont commencé à s'organiser, et puis moi je les ai rejoints à peu près un an après. On était 2000. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, on est 14 000. 14 000 en 2 ans. 14 000 sympathisants, adhérents. Il y a des gens, voilà, il y a des gens du spectacle, évidemment. Il y a peu de monde d'extrême droite, ça se comprend. Mais tous ces gens ont cette même volonté d'essayer que les gens aient une pension minimum de bien-être qui est environ de 1 600 €, mais pour tout le monde, hommes et femmes. On se bat pour les artistes parce que ces gens ont des statuts qui sont précaires et pour les femmes qui n'arrivent pas à avoir une pension complète et qui sont toujours au niveau de la grappa. Les vieux en colère ont-ils senti en cette année 2020, avec le confinement, la crise Covid, la crise sanitaire et sociale que l'on connaît, qu'on en a connue, est-ce qu'ils se sont sentis oubliés aussi? On s'est senti, c'est-à-dire qu'on s'est senti oublié, mais comme je crois une énorme partie de la population, pas spécialement que les personnes âgées, mais c'est vrai que les problèmes qui sont survenus au niveau des personnes âgées, notamment dans les maisons de repos et de soins, a été catastrophique.
ces gens se sont laissés glisser. On a d'ailleurs édité le petit livre noir du gang des vieux en colère. On a reçu des tas de lettres de gens qui disaient voilà ce qui se passe. Et puis on s'est dit, mais on fait quoi avec ça? On a une arme en main. Voilà, donc ce sont des témoignages. Ce sont aussi des choses qu'on demande, des solutions. Donc cette crise, oui, elle a été porteuse d'une colère encore plus grande. Et puis on a fait des masques. Hein. Voilà, masqués, pas muselés. Donc des témoignages, je vois le martyr des vieilles et des vieux en maison de repos au temps du Covid, donc témoignages des proches, témoignages des gens. Qu'est-ce qu'il va falloir faire en 2021, en 2022, dans cette crise qui s'annonce pour prendre soin de ces vieux, qu'ils soient un petit peu moins en colère? Vous pensez à des actions futures? On vous connaît pour des agitateurs, hein, vous avez déjà fait depuis quelques années. Oui, on est des fouteurs de merde. Des actions... On est des activistes, on est des fouteurs de merde, on est toujours là où il ne faut pas, on met toujours le doigt dans l'engrenage où les politiques n'ont pas envie. Maintenant, cette crise du Covid a un avantage, et le fait qu'on soit de plus en plus connus. On était ce matin en vidéoconférence avec Catherine Lallieu, et donc on lui a dit, c'est quoi cette histoire de grappa, des vieux qui... Non, ça va, c'est repoussé. Mais voilà, on nous écoute maintenant. Les politiques savent qui on est. Parce qu'on a fait des actions magistrales, on a envahi une maison de repos, on a fait l'enterrement de la sécurité sociale. On a fait des flash mobs avec le CNCD, on est en relation avec Amnesty, avec la Ligue des droits humains. Voilà, là on se donne la main et on se bat pour qu'il y ait une société qui soit quand même un peu meilleure et que les personnes âgées ne soient plus infantilisées. C'est quoi ces histoires de mettre les bonbons, les gâteaux, les chocolats dans des frigos en quarantaine? Enfin, déjà, ils ne voient plus personne, mais... Vous pensez qu'il faut taper du poing sur la table et qu'il faut être en colère? Ce n'est que comme ça qu'on est entendu? Oui, maintenant on est en colère. Alors évidemment, quand on fait des actions, tout le monde rigole, on ne nous croit pas en colère, mais si on l'est, mais on fait avec humour. Parce qu'on est beaucoup d'artistes dans ce groupe et beaucoup de gens. Pour ceux qui voudraient vous rejoindre, où est-ce qu'on peut? Sur un site internet ou un téléphone? Alors écoutez, sur internet, le gang des vieux en colère.be. Il y a un site, sur le site il y a un petit onglet, inscrivez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien, et vous êtes automatiquement redirigé à une page Facebook où tout le monde peut communiquer. Voilà. Kevin, qu'est-ce que vous pensez de ce gang des vieux en colère? Je trouve ça formidable, enfin, rien que l'énergie avec laquelle Jean-Jacques s'exprime, ça donne envie. Vous vous réjouissez d'avoir 20 ans, 30, 40 ans de plus pour rejoindre le gang, c'est ça? Vraiment physiquement. Après, je pense qu'en termes de ce que veut dire le militantisme pour ma génération, ou en tout cas moi personnellement, je crois que c'est pas la même chose que cette colère-là, justement. Et c'est pour ça que c'est très beau, parce qu'il y a un aspect enfantin, en fait, à mêler à sa colère des actions drôles et ludiques. Et j'ai l'impression qu'on arrive quand même un peu, moi, à la fin de ce militantisme-là, c'est-à-dire que plus on râle sur quelque chose, plus on le fait exister. Et donc, il y a peut-être, moi, cette crise-là, ça me dit que, comme Jean-Jacques vient de le dire, c'est comment on met en lien les citoyens et comment on recueille les différentes ouvertures, c'est-à-dire quelque chose qui s'effondre et donc quelque chose qui naît. Comment on arrive à mettre en lien toutes ces expériences de vie totalement différentes et à prendre conscience que l'expérience de vie d'un vieux, elle est absolument nécessaire à tous les humains qui font notre société. Dans pas mal de sociétés, ils sont entendus. Chez nous, ils sont un peu oubliés. Hein. C'est ça le malheur. Nos aînés ne sont plus des sages comme dans certaines cultures. Jean-Jacques l'a dit, les artistes ont beaucoup souffert cette année et souffrent encore. On va voir un petit reportage de Noté qui est venu vous chercher et vous cueillir. Un reportage de Chantal Noté et Jonathan Van Den Bosch que nous remercions. Et on y revient juste après. Regardez. Le virus, tous ensemble, on va le vaincre. Depuis le début du nouveau confinement, fin octobre, le comédien Kevin Defossé a décidé de poursuivre son rendez-vous hebdomadaire avec les participants de son atelier de théâtre. Par petits groupes de 4 et à 3 mètres de distance les uns des autres, on fait quelques exercices, on dit ce qu'on a sur le cœur et on se chante des chansons. Je t'aime plus que toi, et c'est tant pis pour moi. Le confinement a été terrible, vraiment avec des
des corps qui souffraient, et moi j'en avais marre de ne répondre que par l'écoute, alors qu'on avait ce foyer de chansons, d'histoires, de partage. Et donc ça a été vraiment ça, il n'y avait pas une grande réflexion, c'est pas venu forcément de moi, c'est les humains et les humaines avec qui on compose la troupe qui avaient envie par rapport à tout le désarroi, l'angoisse, d'avoir ce petit machin un peu de foyer, de feu, quoi, de chaleur humaine. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie. Comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. Depuis le début de cette histoire de virus et de confinement, on a fait plein de choses. On a livré du pain, on fait des permanences, c'est-à-dire qu'on va voir un peu les uns les autres aux fenêtres. Et concrètement, personne n'a été malade, on fait vraiment attention. Je la regarde, moi l'homme lourd. En allant voir les gens, il y a des gens qui ne comprenaient pas le fait de se confiner, de se protéger. Donc c'est aussi une manière de sensibiliser. Moi à 9h30, je redistribuais des masques à tout le monde, puisque je voyais des gens qui avaient les mêmes masques depuis 6 mois. Il faut vous dire, monsieur, que ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, on ne cause pas. Cet atelier théâtre a été mis sur pied il y a 2 ans par le club psychosocial du Bric-à-Brac. Et depuis, il a participé à la Piste aux Espoirs ou encore au festival de philosophie. Lors du premier confinement, le comédien a gardé le contact avec les uns et les autres. Mais cette fois, la situation était devenue intenable. Tandis que si simplement 3 personnes regardent, il y a quelque chose qui se passe et ça devient important. J'ai vu des choses, des schizophrènes qui ne pouvaient plus avoir accès à leur traitement, des gens qui s'enfermaient dans la solitude et qui ne bougeaient plus de leur fauteuil. Et donc, comme on veille les uns sur les autres, les situations, je pense, on peut les déminer avant le drame. Durant l'atelier, chacun pense à Magali qui s'est suicidée il y a quelques mois. Nadia, Cédric, Frédéric, Cathy et bien d'autres ne manqueraient ce rendez-vous du mardi pour rien au monde. Sois sur un banc 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Ça me permet de rester moins cloîtrée toute seule chez moi, surtout dans ces circonstances. C'est important que l'atelier continue ? Oh oui. Voilà, un magnifique reportage de Chantal Noté et Jonathan Van Den Bosch de Nos Télé. Jean-Jacques, un atelier de théâtre comme ça sur la place à Tournai qui agit contre la tristesse et la solitude du confinement, vous en pensez quoi rapidement ? Moi je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire, on a discuté avec Kevin dans les loges, on doit remettre les gens ensemble. Le monde devient trop individualiste et voilà, quoi, c'est pas possible. Il faut et de la colère et de la bienveillance aussi. Oui, attention à notre colère. Au-delà de notre colère, on a des solutions. Hein. Donc on ne vient pas en disant non, je rage, je ne suis pas d'accord. Non, on a des pistes, on a des groupes de travail. On a des gens dans le gang qui travaillent sur des sujets bien précis. Voilà. Donc, c'est pas juste une colère. C'est pas juste râler. Non, c'est pas juste râler. Kevin Defossé, comment est né cet atelier de théâtre et comment l'avez-vous prolongé, l'importance de le prolonger sur la place à Tournai pendant le confinement ? Alors, cet atelier de théâtre, au départ, j'ai été invité par Article 27 à donner 2 semaines de stage. Donc, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et très vite, je me suis rendu compte que, humainement, j'avais trouvé un foyer, mais vraiment, c'était de façon sensible, où écouter quelqu'un devenait important. Vraiment transformer les choses, simplement s'arrêter un peu plus longtemps que d'habitude. Et c'est très... je crois que depuis le début, j'essaye de raconter cette chose-là. C'est-à-dire que moi, comédien plutôt privilégié, mais qui ne trouvait plus de lien vraiment entre son désir et la structure qui accueillait ses créations. Là, j'ai trouvé un foyer humain qui m'a fait du bien. Mais profondément du bien, qui m'a redonné foi en l'humanité, en se disant, tiens, collectivement, au-delà de nos différences, au-delà de nos origines, au-delà de nos privilèges, on a quelque chose à faire ensemble. Et j'y suis resté. Je crois que cette aventure n'aurait pas été la même si, au bout de ces 2 semaines, on n'avait pas décidé collectivement de faire troupe. Et donc c'est aussi quelque chose qui s'est fait, moi je l'ai donné bénévolement, et je ne crois pas qu'on travaille de la même manière quand on y va comme ça parce qu'on a envie de le faire. Et je pense que tout ce qui a été, avec une très très belle collaboration avec ce club psychosocial et les professionnels de là, et on a pu échanger, on ne vient pas du même endroit, on n'a pas le même cursus,
on n'envisage pas l'humain de la même manière, oui. Et du coup, on a le pu collaborer. Le psychosocial et l'art, c'est pas forcément des mondes qui se rencontrent, mais là, vous les avez fait se rencontrer. Et puis, perdurer. C'était important pour vous, pendant le confinement, de continuer ces ateliers-là? C'est vraiment le premier confinement a été très, très dur. D'ailleurs, parfois, il m'a été reproché de parler publiquement, puisque, évidemment, de parler des gens qui sont oubliés, ça veut dire que notre système est perfectible. Et parfois, les institutions, c'est compliqué de ça, surtout, et je peux tout à fait le comprendre dans cette situation tendue. Mais le premier confinement a été... J'ai vécu des choses qui, humainement, étaient impossibles que je revive. Donc, c'est pas tellement intellectuel, c'est ce que j'essaye de dire. C'est que tout d'un coup, il y a eu la semaine qui a précédé le second confinement, je ressentais l'angoisse. Avant que ça commence, j'ai ressenti ça. Et vraiment, on s'est dit, on va le faire quand même. Et tout a commencé là. On a pu faire l'expérience que quelque chose qui devient public s'ouvre concrètement. C'est un risque de s'ouvrir. Mais là, ça s'ouvre au monde et des gens commençaient à venir. Donc, on le répète, c'est le mardi à 10h du matin, tous les mardis, sur une place à Tournai qui s'appelle la place de l'Évêché. La place de l'Évêché à Tournai, tous les mardis à 10h du matin. C'est ça. Pour ceux qui ont envie de rejoindre la troupe de... Tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. Et alors, donc, ce sont des petits groupes de 4, puisqu'on ne peut être que 4 à l'extérieur. C'est pour ça aussi, je pense que cette époque nous envoie un défi de pouvoir épouser les contraintes et en faire des choses bien. Et là, moi, je remercie le gouvernement très souvent d'avoir fait cette contrainte, parce que je crois que c'est très juste. Donc, ce sont des petits théâtres de 4, et où un être se met au milieu et les 3 autres deviennent les spectateurs. Et c'est vraiment concrètement l'idée de remettre l'être au milieu, et on n'envisage pas l'être de la même manière quand on n'est qu'à 4. C'est très important. 3 personnes ont le pouvoir de reconnaître un être, et le mettre au milieu et de l'entendre. Très bien. Vite, rapidement un mot, 40 secondes, sur le petit magasin des chansons livrées par téléphone, rapidement, où vous joindre et en quoi ça consiste? Alors, il est né de là, puisque j'écoutais les différents chanteurs. On a beaucoup travaillé avec des chansons, et je les écoutais au téléphone, et je trouvais ça beau. Et puis quelqu'un a dit, mais tiens, on devrait partager ça. Et puis ça s'est fait comme ça. On a eu 12 livreurs, donc c'est le 0470 20 11 45, c'est le numéro du petit magasin. On a fait ça en 2 heures, comme ça. On vous appelle, on choisit une chanson qui est sur le catalogue Facebook, c'est ça. Le petit magasin des chansons livrées par téléphone. On vous appelle, on choisit une chanson et elle sera livrée par téléphone à un de vos proches que vous aurez choisi. C'est bien ça? C'est bien ça. Merci beaucoup, merci à vous, messieurs artistes et vieux en colère qui s'organisent. Peut-être des idées pour d'autres, les plus jeunes, les moins jeunes, dans une continuité. Alors vous allez nous introduire rapidement Nana, qui va suivre sur le prochain plateau. Donc Nadia, c'est donc une des humaines que j'ai rencontrées en premier dans ce club psychosocial et je chemine beaucoup sur les trottoirs tournaisiens avec Nadia, qui est tout le temps là, qui sait ce qui se passe, qui est tout le temps là, en fait. C'est quand même extraordinaire de se dire, vous donnez un rendez-vous, il y a 2 semaines, il pleuvait, on était sur la place de l'Évêché, et Nadia, elle était là une demi-heure à l'avance, et avec ce désir de chanter, de rencontrer des gens. Et j'ai tellement appris dans mon compagnonnage avec ces humains, notamment avec Nadia, mais avec les autres aussi, et de faire l'expérience de se dire, ce compagnonnage-là, cette vie-là, cette femme seule de 70 ans m'apprend, tous les jours m'apprend des choses, c'est merveilleux. Voilà, on rejoint Nadia dans quelques instants avec Véronique de Keyser pour clôturer cette émission. Merci messieurs d'avoir été avec nous, à tout bientôt. Merci. Avec plaisir. Voilà, retour plateau pour cette dernière partie de notre émission spéciale du Centre d'action laïque avec ce slogan toujours présent, égaux ensemble. Kevin Defossé, notre comédien, vous a présenté Nadia. Nadia Goudezeun, c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Vous habitez Tournai, vous côtoyez, vous fréquentez l'atelier de théâtre de Kevin. Est-ce qu'en ces temps de Covid et de confinement, ça a été vraiment important pour vous de rejoindre Kevin tous les mardis matin, 10h? Oui, très important. Ça me permet de sortir de mon cocon, ne pas rester enfermé chez moi. Vraiment, oui. Alors cet atelier, vous le suiviez depuis combien de temps? 3 ans à peu près. À peu près 3 ans. Tous les mardis. Tous les mardis. Oui. Et quand le premier confinement est arrivé, qu'avez-vous ressenti? Vous avez dit à Kevin, non, pas question, nous on continue, on remettra ça ou pas? Comment ça s'est passé? Non, j'étais toute seule chez moi, là. Parce que le premier confinement, on ne pouvait pas le faire. Alors, j'étais là toute seule chez moi et je m'ennuyais, je pleurais beaucoup.
Alors il y a Kevin qui a commencé à me téléphoner, il a dit allez, on va faire des petites balades. Alors on a commencé à faire des petites balades, on chantait dans la rue, comme ça, ça m'a permis de me sentir moins toute seule. Briser la solitude. Et puis vous donnez aujourd'hui, donc vous faites partie de cet atelier de théâtre, mais vous donnez aussi en chanson, on le verra tout à l'heure, vous livrez des chansons par téléphone, via le catalogue de ces chansons livrées par téléphone. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça vous apporte au quotidien, dans votre vie? Beaucoup de plaisir. Hier soir, j'en ai eu, des fois j'en ai 2, des fois 3. Mais beaucoup de plaisir. C'est un rendez-vous que vous affectionnez aujourd'hui? Oui. Et dès qu'on a téléphoné, on efface leur numéro, mais je note les chansons. Comme ça, je sais que j'ai eu. Mais franchement, c'est magnifique. Ça vous rend la vie plus douce, Nadia? Oui. Moi, toute seule. Oui, qu'on appelle Nana d'ailleurs. On revient avec vous dans quelques instants. Véronique de Keyser, présidente du Centre d'Action Laïque, vous avez suivi en coulisses cette émission. Quelles sont les conclusions que vous voudriez apporter à tout ce qui s'est dit? Quelles sont les choses qu'il faut retenir de cette émission? D'abord, c'est vrai qu'on ne sort pas de cette émission sans émotion. Moi, je suis passée de la colère quand je voyais des choses inacceptables à l'émotion, à la tendresse en écoutant Kevin et en voyant Nana. Et donc, c'est une émission qui, évidemment, est très mélangée, qui n'a pas pu tout aborder. Je voudrais retenir, pour ma part, en tant que représentant ici le CAL, je voudrais retenir 3 points, si vous le permettez. Le premier, c'est celui qui a été évoqué par le professeur Willy de La Haye dans le sujet qui était largement consacré à la situation de la femme, à la précarité, aux nouveaux pauvres, etc. Et il a dit nous n'avons pas réussi aujourd'hui à avoir des filets de sécurité pour tout le monde. Il y a des trous dans notre sécurité sociale, et il l'a beaucoup démontré. Et je pense que s'il y a quelque chose à faire, et c'est une des premières choses à faire, c'est à retisser les trous des filets de sécurité sociale et à faire en sorte que chacun, de manière égale, puisse se sentir protégé aujourd'hui par les systèmes démocratiques dans lesquels nous sommes. Ces trous sont une faille de notre démocratie. Donc ça appelle à des aspects structurels. Le deuxième point, c'est, je voudrais qu'on s'interroge un peu plus sur la notion d'enfermement. Le confinement nous a enfermés. Et on en a souffert terriblement. On a souffert de solitude, on a souffert de ne pas voir nos proches, et ça ne nous grandit pas de souffrir ainsi. La santé mentale y prend un coup, et je pense que de toute manière, que ce soit, j'avais abordé tout à l'heure le problème des détenus dans les prisons, et je voudrais vous renvoyer à ce sujet-là un petit livre qui a été édité par la régionale de Luxembourg, qui est remarquable parce que ce sont des témoignages de détenus qui, dans un atelier d'écriture, n'ont pas chanté, mais ils ont écrit. Et ce qu'ils ont écrit est bouleversant. Donc l'enfermement, il doit exister, en tout cas pour une partie des détenus, des possibilités, je l'évoquais, de peine alternative. De la même manière, on s'interroge aujourd'hui sur les maisons de repos et de soins. Elles sont indispensables, mais n'existe-t-il pas pour les plus âgés d'entre nous, des formes alternatives d'accueil, des maisons solidaires, ça existe un petit peu partout. Donc l'enfermement, tant qu'on peut l'éviter, c'est quelque chose qu'il faut faire. Et donc j'inviterai à une réflexion là-dessus. Le troisième point, mais c'est le point merveilleux, c'est celui de Kevin, c'est celui de Nana, c'est celui de la reconstruction du lien social, finalement, qui nous manque tellement dans le confinement, du rôle extraordinaire que joue la culture, mais la culture, c'est pas seulement la culture des théâtres, c'est pas seulement la culture des beaux esprits, c'est la culture populaire, c'est la culture des artistes de rue, et ce sont tous les endroits où il y a une sorte de générosité qui s'exprime. Et cette générosité-là, Nana, cette générosité-là, si on ne l'avait pas eue dans ces périodes de confinement, un jour aurait été égal à un jour. Comme on biffe
comme on met une croix sur un calendrier quand on est enfermé. Tandis que là, les jours sont devenus différents. Il y a eu des recréations de journées qui devenaient des espèces de découvertes. Et on ne remerciera pas assez tous ceux qui ont autant donné pendant ce confinement, mais c'est aussi une leçon à avoir. Est-ce que notre monde serait vivable sans cette solidarité, sans cette recherche d'égalité? Si on n'avait pas ça, eh bien, on deviendrait probablement à un monde avec des robots, avec des machines, avec des calculs de gestion, avec la bourse qui s'écrase ou qui s'écrase pas, mais on aurait perdu ce qui fait la vie, ce qui fait l'humanité. Voilà, égaux ensemble. On a autant besoin de Véronique de Keyser que de Nadia Guzön, n'est-ce pas Nadia? Et puisque Véronique parlait de générosité, on va se quitter là-dessus. Générosité, égalité, solidarité, tous égaux et solidaires ensemble pour 2021, 2022 et puis encore plus loin. Cette générosité, c'est Nana qui va nous l'offrir pour se quitter. Elle va nous offrir, elle a accepté de nous livrer, pas par téléphone, mais en direct dans cette émission, une petite chanson. Qu'est-ce que vous allez nous chanter, Nana, aujourd'hui? La vie en rose. La vie en rose. Donc, ne vous inquiétez pas, mais ça va vous trotter en tête pour le restant de la journée et de la soirée. On est avec vous. Nana, allez-y. Je vous invite à rejoindre le bout du plateau pour nous chanter, nous offrir. Merci déjà. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci d'avoir été là pour cette émission spéciale. Merci à tous nos invités, Véronique de Keyser, Nana et tous les autres. Et puis, on peut déjà applaudir la générosité de Nana. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Ses yeux qui font baisser les miens, un sourire sous sa bouche, un portrait sans retouche de l'homme à qui j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, il me parle du bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat. La 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 la, la 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 la, mon cœur qui bat.